pénurie d'eau à Mokolo, dans l'extrême nord du Cameroun. Des populations par centaines sont obligées de faire des pieds des grues pour pouvoir obtenir quelques litres d'eau, de l'eau potable. On a coutume à le dire, l'eau c'est la vie. Quelle est véritablement la situation dans cette partie du triangle national pour pouvoir obtenir de l'eau potable? Jean Jemeyedna y revient dans le cadre de cette édition de l'information sur la télévision du monde. Toujours dans le chapitre de l'actualité pour cette autre livraison de l'information, il faisait partie des élites du nord-ouest du Cameroun. Il a été Premier ministre chef du gouvernement. Lui, c'est Simon Achidi Achou. Il a tiré sa révérence ce mardi 4 mai 2021. Retour sur le portrait de cet acteur politique de choix, par ailleurs membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Toujours dans l'actualité, nous en parlerons dans le cadre de cette édition de l'information Covid Gate. On en parle toujours et davantage. Le ministre d'État en charge de la justice, Laura Esso, écrit au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Il attend des éléments lui permettant de vouloir ou de procéder à l'ouverture des enquêtes telles que prescrit par le chef de l'État, Paul Biya. La dite missive est désormais sur la place publique. Et puis à l'international, le Burkina Faso ne finit pas avec les actes de terrorisme. Une nouvelle attaque a été enregistrée au pays. Des hommes intègres des villageois d'une partie du pays ont été la cible de cette attaque. Nous en parlerons également dans le cadre de ce 19h45 sur la télévision du monde. Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à cette édition de l'information sur la télévision du monde. Nous l'ouvrons en nous rendant à l'extrême nord du Cameroun, où les populations de Mokolo ont soif, véritablement soif, pour pouvoir obtenir de l'eau potable. Ces populations parcourent des dizaines de kilomètres à pied au risque d'être davantage assoiffées. Et lorsqu'elles sont à même de pouvoir se ravitailler, elles sont obligées de faire le pied de grue pour obtenir quelques litres d'eau potable. Quelle est véritablement la situation de ces populations? Pourquoi cette situation? Tentative de réponse, Jean Jemeyedna. Des files d'attente à n'en point finir devant le seul et unique point de ravitaillement d'eau. Nous sommes ici à Mokolo, dans le département du Mayo-Tchanaga, région de l'extrême nord Cameroun. Il n'y a même pas l'eau. Il n'y a même pas l'eau. Au barrage même pour ce seul l'eau. Bon, maintenant, si tu n'as pas les pousse-pousse, tu n'as rien là, comme la moto qui va chercher à l'eau. Tu souffres, non? Nous sommes dans la souffrance de l'eau. Et maintenant même, je suis en train d'aller chercher l'eau. Je n'ai même pas l'eau dans mon canari. L'eau se fait là à Mokolo. Vous voyez pourquoi nous battons toute la journée pour avoir un bidon d'eau? Il faut se réveiller de bonne heure et parcourir plusieurs kilomètres à pied. Pour certains, moins nantis. Et pour d'autres, à bord des engins à 2 roues ou encore des animaux, dans l'espoir de rentrer en possession du précieux liquide. Ici à Mokolo, nous sommes dans la souffrance de l'eau. On ne dort même pas dans la nuit. On se lève à 1h, 2h du matin. On ne dort même pas. On cherche toujours l'eau. Oui, c'est pas facile d'avoir de l'eau ici à Mokolo. On part loin pour chercher l'eau. Comme ça même, je suis loin, je suis au carrefour de Koutoro. Et je viens ici pour puiser l'eau là. Nous souffrons de l'eau. On se réveille entre 1h jusqu'à 3h du matin là. On n'a pas l'eau. Nous souffrons de l'eau à Mayo-Tchanaga. Comme moi maintenant là, je suis déjà vieille. Je n'ai pas l'âge d'aller chercher l'eau. Mais maintenant là, j'ai le robinet avec moi. Mais je me réveille environ de midi jusqu'à 1h, jusqu'à 3h là. Je cherche l'eau là, il n'y a même pas.
Le problème d'eau, c'est question de vie ou de mort ici. Des fois, tu es obligé de sortir à 4 h du matin pour attendre de revenir chez les voisins pour avoir de l'eau. Donc, l'eau est une denrée qui se fait rare plus que l'argent ici à Mokolo. L'arrondissement de Mokolo a soif et ses hommes, femmes et enfants ont du mal à étancher leur soif. Et en cette période du jeûne du mois de Ramadan, la situation est beaucoup plus pénible. Nous, on souffre trop à Mokolo même. Nous souffrons à Maïchanagala. Avec le Ramadan, là maintenant, là, vraiment, c'est trop même. Nous souffrons trop maintenant, là. Parce que ce n'est pas seulement au moment du Ramadan, mais même si avant ou bien après le Ramadan, nous avons les difficultés de l'eau. Et avec cette canicule qui prévaut en ce moment, le maire de la commune d'arrondissement de Mokolo, qui ne ménage aucun effort pour le bien-être de ses populations. Bon, année passée là, le maire nous a aidés, mais cette année-là, nous souffrons trop. Bon, les élèves, ils ne partent même pas à l'école à l'heure. Ils sont en retard, ils sont en train de chercher l'eau. C'est vrai que l'année dernière, la mairie avait mis des dispositions pour desservir certaines localités, mais cette année, je pense que c'est en cours, même si ce n'est pas... Nous ne vivons pas ce cas actuellement. Nous pouvons... Et en attendant la réaction du maire, les populations de Mokolo devront encore faire le pied de grue durant des heures, voire même des jours, sur place pour se ravitailler en eau. Pointé du doigt par les populations, le chef de l'exécutif communal de Mokolo tente d'apporter des éléments de réponse à cette situation de pénurie d'eau, propose d'ailleurs des solutions pour en sortir, mais tout de même, le chef de l'exécutif communal de Mokolo rassure les populations de ce que tout est mis en œuvre pour pouvoir ravitailler en eau potable les populations de cette collectivité territoriale décentralisée. Il est au micro de Jean Jemayetna. L'eau, une denrée extrêmement rare dans l'arrondissement de Mokolo, département du Mayo-Tanaga, région de l'extrême nord Cameroun. Que ce soit au centre-ville ou en campagne, des populations de Mokolo souffrent le martyre et la situation est bien connue par les autorités. Je suis au courant de tout ce qui se passe dans ma commune. C'est un problème sérieux qui ne date pas d'aujourd'hui. Donc, s'il y a posé un problème concernant les populations de ma commune, la commune de Mokolo, c'est d'abord ce problème d'eau qui est généralisé tant au niveau de la ville qu'au niveau des zones rurales. Donc, il n'y a pratiquement pas d'eau. Malgré les forages, une douzaine au total, érigés dans les quartiers et villages nécessiteux par la commune de Mokolo, des populations de Mbikem, Wuro, Kesum, Tada, Mboua, Elipor, Ziling, Mengdezi, Mofoli, Zimagayak et autres Ndamchai sont parfois contraints de passer des jours et des semaines sans eau, à défaut de parcourir des dizaines de kilomètres à pied, à moto, âne, brouette ou pousse-pousse, à la recherche du précieux liquide vers les localités voisines. Il faut dire que Kamwata aussi est limité, puisque c'est Kamwata qui devait en principe gérer les problèmes d'eau en ville. Des projets ont été initiés d'abord par la commune, par le ministère des Mines et de l'Énergie, également par des partenaires comme CICR et Croix-Rouge pour pouvoir nous appuyer dans ce sens. Et ces projets sont en cours d'étude pour certains et en cours de réalisation pour d'autres. Nous osons croire que le gouvernement viendra à l'appui pour qu'on ait suffisamment de l'eau dans la ville de Mokolo et qui compte plus de 200 000 habitants la ville. Et dans le village, nous avons des agglomérations
de 20 à 50 000 habitants. Le maire et le sous-préfet de Mokolo comptent saisir l'autorité de tutelle, le ministre de l'eau et de l'énergie, pour attirer davantage son attention. Le château que nous avons n'est pas approvisionné. Et même quand il est approvisionné un peu, l'eau descend tout droit à Minawao, là où il y a les camps de réfugiés. Ce problème persiste parce que c'est lié, j'ai dit, c'est lié à l'énergie. Parce que quand il n'y a pas d'énergie, l'eau ne vient pas au château. Et à cause des délestage donc des néos, pratiquement il n'y a plus d'eau en ville. Et le groupe qui est là-bas, le groupe qu'on retrouve là-bas au barrage, il n'y a pas assez de carburant également. Espérons simplement que cette fois sera la bonne pour un ouf de soulagement des populations de Mokolo dans le Grand Nord. Nous restons dans le septentrion pour nous intéresser des lendemains justement de la célébration de la 135e édition de la Fête internationale des droits des travailleurs. Et à cette occasion, on s'intéresse précisément à une dame pas comme les autres. Elle exerce un métier très souvent dévolu aux hommes, le métier de menuisier. Elle a d'ailleurs su se faire un nom dans la localité de Ngaoundéré, chef-lieu du département ou chef-lieu de la région de la Damawa. Et à la faveur de cette célébration de la 135e édition de la Fête internationale du travail, elle a été récompensée pour justement sa bravoure, sa dextérité, sa détermination et son envie à montrer qu'elle sait et qu'elle est capable de faire ce qu'elle a appris à faire. C'est une journée qui fera date chez cette femme qui porte fièrement sur sa poitrine les 3 médailles d'honneur du travail en argent, vermeil et or reçues à l'occasion de la célébration de la Fête internationale du travail. Ancienne fonctionnaire, reconvertie en chef d'entreprise, cette femme avide du métier du bois qui l'a toujours fascinée vient d'entrer dans l'histoire. La travailleuse acharnée est l'une des rares femmes à tenir un atelier de menuiserie et tapisserie en Ngaoundéré. Je travaille, ça fait déjà 15 ans que je travaille. Je travaille aussi à Douala. À Douala, ce n'était pas la tapisserie, c'était plutôt les travaux publics à Dokoti. J'ai travaillé là-bas pendant, je crois, 12 ans. Chez cette pionnière dans son domaine, l'efficacité est une obsession. Résultat de course, elle réussit à transformer sa petite structure en une entreprise rentable. Menuisière et tapissière depuis 15 ans, elle a eu un parcours qui est tout sauf une partie de plaisir. Celle qui a cultivé l'image d'une femme de fer afin de s'imposer dans ce milieu dominé par la gente masculine a eu parfois recours à la manière forte. Parfois, j'allais à la gendarmerie et la gendarmerie venait leur dire mais faites attention, faites le travail de cette dame. Je n'avais pas encore, j'étais pas encore aussi entrée, j'avais encore de la force. J'étais très solide. D'après ses enfants, fascinés par ce qu'elle a accompli, ces médailles sont le fruit d'un dur labeur. J'ai encouragé ma maman dans ce qu'elle fait en fait. C'est pas facile, 27 ans, en exerçant ce métier d'homme, vraiment c'est pas donné à n'importe qui. La récompense est d'autant plus remarquable qu'elle consacre une femme évoluant dans un corps de métier considéré comme la chasse gardée des hommes. Une particularité reconnue et saluée par le gouverneur de l'Adamawa. Je voulais donc féliciter aussi à cette occasion les récipiendaires qui viennent de recevoir leur médaille. Je crois que c'est la reconnaissance du travail bien fait, la reconnaissance de leur dévouement au sein de leurs entreprises. Après avoir glané médailles et honneurs, elle prévoit aujourd'hui de s'accorder une retraite méritée, tout en nourrissant l'espoir de voir l'un de ses enfants prendre la relève de l'entreprise familiale. Nous mettons à présent le cap dans la région de l'Ouest, précisément dans le département d'Undé, et dans la ville de Bangonté, une ville
qui est sans mère depuis le décès du docteur Jonas Kwamo, le chef de l'exécutif communal, et au lendemain de son inhumation, les tractations ont été mises en route pour l'élection d'un nouveau maire. Seulement, les conseillers municipaux de Banganté sont à couteau tiré des candidats en lice, à savoir le sieur Tchoumi ou encore le sieur Eric Niat. Les conseillers municipaux ne savent pas quels sont survoués, mais toujours est-il qu'ils sont formellement opposés à une dynastie Niat à la commune de Banganté. Les précisions dans ce reportage signé Patrick Ngwanya et Oscar Akumtata. La session de plein droit de ce lundi 3 mai à la commune de Banganté, relatif au vote d'un nouveau maire, en remplacement du docteur Jonas Kwamo décédé, a accouché d'une souris. Pour cause, 24 sièges de conseillers municipaux sont restés vides. D'accord, ça veut dire que sur 40 IACS qui sont présents. Et nous savons très bien que pour que le conseil siège, il faudrait que ce soit la moitié, c'est-à-dire le tiers qui soit là, c'est-à-dire 26, quelque chose, soit 25 conseillers municipaux. Donc vous comprenez très bien que le conseil ne peut pas siéger. Et la loi dispose également que je devrais vous renvoyer sur 3 jours, c'est-à-dire nous sommes aujourd'hui lundi, 3 jours, ça voudrait dire mardi, mercredi, jeudi, 3 jours au moins, donc on devrait vous renvoyer pour que ce conseil puisse siéger au moins dans un délai de 3 jours. Le préfet d'Undé, Ernest Ewango Boudou, selon le Code général sur la décentralisation, renvoie les partis pour une autre concertation. La première, c'est que nous avons respecté les délais légaux qui indiquent qu'en cas de décès du maire, dans les 60 jours qui suivent le décès du maire, on doit tenir une session pour son remplacement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la session s'est tenue, mais malheureusement, on ne pouvait pas aller à terme, tout simplement parce que le quorum n'était pas atteint. Nous avons invité le bureau d'âge à faire cette constatation et nous avons renvoyé la séance dans 3 jours, c'est-à-dire jeudi à 11h. Les 2 candidats en lice, Eric Niat, conseiller municipal, et Jean-Lambert Tchoumi, deuxième adjoint au maire de Banganté, tous 2 militants du RDPC, devront donc être départagés jeudi prochain si le quorum est atteint. En attendant, le suspense reste entier. Nous nous intéressons à une autre actualité dans le cadre de cette édition de l'information sur la télévision du monde, Covid Gate. Le ministre de la Justice, ministre d'État, Laurent Esso, écrit et répond à Ferdinand Ngongor, ministre d'État, secrétaire général de la présidente de la République, à travers une lettre rendue publique où le ministre de la Justice demande au secrétaire général des services de la présidente de la République de bien vouloir lui faire parvenir les pièces d'investigation relative à la gestion des fonds Covid, soit un peu plus de 184 milliards de francs CFA. Les précisions de Patrick Ngwanya. L'enquête judiciaire prescrite le 6 avril dernier par le chef de l'État Paul Biya, via le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, contre les auteurs, co-auteurs et complices de malversations financières dans le cadre de la gestion des fonds affectés à la lutte contre le Covid-19, n'avance véritablement pas. C'est du moins ce que laisse transparaître une lettre du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, adressée à Ferdinand Ngongor. Laurent Esso lui demande de bien vouloir lui faire parvenir les pièces d'investigation fournies par la Chambre des comptes de la Cour suprême, qui a relevé des malversations financières dans le cadre de la gestion du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales, budgétisées pour la seule année 2020 à 180 milliards de francs CFA. Cette lettre en rajoute à la confusion autour des différents audits commandés sur la gestion de cette enveloppe et dont les résultats tardent à être publiés. Le SGPR écrit pourtant dans la correspondance qu'il adresse à la chancellerie sur instruction du président de la République qui lui fait tenir thermocopie du rapport de la haute juridiction. Bien avant sa désignation par Paul Biya à la tête de la nouvelle task force, logée au palais de l'Unité et chargée de gérer les fonds Covid-19, le SGPR s'était déjà illustré par un activisme débordant sur ce dossier. Le ministre délégué à la présidence de la République en charge du contrôle supérieur de l'État avait pour mission d'évaluer la conformité et la performance de l'utilisation des fonds engagés dans la lutte contre la pandémie, au mépris du décret du Premier ministre
du 22 juillet 2020 qui dispose que l'audit se fait exclusivement par la Chambre des comptes de la Cour suprême. Ce texte prévoit que le rapport qui en découle soit soumis exclusivement au Parlement. Par ailleurs, c'est le ministre des Finances, après consolidation des rapports des départements concernés par la gestion du Covid-19, qui produit et publie un rapport général sur les dépenses liées à la lutte contre la pandémie, 30 jours suivant la fin de chaque semestre. Pour l'honorable Jean-Michel Ninche, les manœuvres de diversion sur fond de règlement de comptes intra-sérail ne sauraient prospérer. La différence majeure en matière de gestion des fonds de Covid-19 réside dans ce que dans d'autres pays, les mesures conservatoires et les sanctions sont rapides après les dénonciations des scandales liés à la gestion des fonds Covid-19. Au Cameroun, on est encore à se demander où est passé le rapport de la Chambre des comptes. Michel Ninche souhaite que ceux qui ont profité de la détresse des Camerounais pour s'en mettre plein les poches soient rapidement envoyés en prison. Nous restons dans la sphère de la santé pour à présent parler de cette descente sur le terrain du tout nouveau délégué régional de la santé publique, le docteur Albert Mambo Maka, a sillonné plusieurs formations sanitaires du département du Vaud et principalement de la ville de Douala, l'effet de toucher du doigt la réalité des responsables et des personnels de santé sur la table, la problématique des infrastructures, des personnels et surtout de la mise à niveau en cette période de lutte contre la pandémie Covid-19. Reportage. C'est un tour du propriétaire dans les formations sanitaires du département du Vouri qui vaut tout son pesant d'or à la fois pour le tout nouveau délégué régional de la santé publique pour le littoral et les responsables des formations sanitaires visitées. Occasion pour ces derniers de poser sans gants ni blouse les véritables problèmes dont ils font face au quotidien pour ce qui est de l'offre sanitaire, mieux encore de la prise en charge des patients. Les doléances sont d'ordre structurel et au niveau des équipements et même au niveau des ressources humaines. Nous avons beaucoup de déchets à incinérer et nous n'avons pas les moyens qu'il faut pour incinérer ces déchets. Nous avons besoin de soutien de la délégation par rapport, et même du ministère de la Santé pour incinérer de nombreux déchets liés au Covid, liés au choléra, liés à la vaccination. Donc les questions qu'on nous remette un nouvel appareil de radiologie et profitant de la présence ici en son sein d'un cardiologue, nous avons également créé depuis 1995. La dernière rénovation a eu lieu depuis 2005, donc pratiquement 16 ans. Le plaidoyer ici, c'était pour qu'il y ait une réhabilitation complète des infrastructures. Sur le plan des équipements, les besoins sont énormes, mais nous avons insisté surtout sur une dotation en groupe électrogène qui est un des problèmes essentiels ici à l'hôpital, qui empêche la continuité de service lorsqu'il y a des coupures d'énergie électrique. De l'hôpital du district de Bonassama à celui de Nubel dans le 2e arrondissement, passant par Deido dans le 1er arrondissement, les problèmes sont les mêmes. Toutefois, le docteur Albert Mambo Maka, le patron de la santé dans le littoral, ne manque pas de saluer les efforts consentis par les personnels de santé, eu égard de la réalité et des difficultés de terrain. Nous avons eu à interpeller et à demander à tous les responsables des formations sanitaires et des districts de se lancer très résolument dans cette campagne de sensibilisation, faire connaître à notre personnel le règlement auquel nous sommes soumis, mais aussi faire en sorte que ce personnel soit protégé au maximum contre la maladie qu'est le Covid-19 à travers la vaccination que l'État a gracieusement mis à notre disposition. Quant aux problèmes liés aux infrastructures, à l'offre sanitaire, mais aussi aux ressources humaines, le délégué régional de la santé publique pour le littoral propose une approche régionale. La fin de notre document d'état des lieux, où nous voulons à tout prix inclure toutes les doléances et tous les besoins de tous les services, sans exception de la région. Après les formations sanitaires du département du Vouri, le docteur Albert Mambo Maka entend déployer son scanner dans les structures hospitalières des départements de la Sanaga-Maritime, du Nkam et du Mongo et y administrer un traitement conséquent pour pallier aux problèmes les plus urgents.
Toujours dans le chapitre de la santé, ce 4 mai 2021 est journée consacrée à la lutte contre l'asthme à travers le monde. La journée qui est célébrée tous les premiers mardis du mois de mai permet, à travers des échanges nourris avec les spécialistes de la santé et autres parties prenantes, de trouver des voies et moyens pour éliminer cette maladie qui tue même au Cameroun, mais aussi dans le monde entier. John Pitonka y revient dans ce reportage. L'asthme est une maladie qui touche l'appareil ou le système respiratoire, principalement les poumons. Il faut dire que c'est une maladie chronique, comme quoi lorsqu'on est atteint ou porteur de ce gène, on est contraint quelque part de pouvoir le porter toute sa vie et de manifester la maladie lorsqu'on est en contact d'une entité allergène. Et donc c'est une maladie qui se transmet de façon génétique. Et ça se passe comment? Le patient aura un écoulement nasal, il aura des picotements au niveau de la gorge. Également, il doit avoir des éternuements. Et puis après suivra, n'est-ce pas, une difficulté respiratoire, une sensation de l'odeur ou d'étouffement au niveau du thorax. Il va également voir son rythme cardiaque s'accélérer. Donc son cœur va battre plus fort qu'à l'accoutumée. Il aura également des quintes de toux sèche. Il va tousser de façon sèche, ce sont des toux non productives. Peut-on soigner l'asthme? C'est une question à coup près. Comme nous l'avons indiqué un peu plus haut, l'asthme est une maladie héréditaire et chronomédicale. C'est qu'il existe des médicaments qui permettent, n'est-ce pas, de contrôler l'asthme pour favoriser ainsi une vie plus meilleure aux patients qui souffrent d'asthme. Le plus important ici, c'est d'éviter aux patients d'arriver à des crises d'asthme, parce que ce qui est dangereux dans l'asthme, ce sont des crises, parce que nous connaissons des crises d'asthme qui peuvent aboutir jusqu'à la mort. Donc le pronostic vital est véritablement entaché à chaque fois qu'il y a une crise d'asthme. Aujourd'hui, on peut contrôler cette maladie à travers des médicaments bien maîtrisés. Ce qu'il faut faire lorsque vous avez en face de vous un patient qui présente une crise d'asthme non couché, pour le permettre de mieux respirer. Et dans un troisième temps, on sait qu'il y a un médicament qui est administré très souvent chez les patients asthmatiques en situation de crise. Ce sont des bêta-2 mimétiques à courte durée d'action qui s'appellent, en d'autres termes, du salbutamol. Pour ce qui est de la prise en charge de l'asthme, lorsque nous recevons un patient qui nous vient en urgence, dans un premier temps, nous allons lui administrer un bêta-2 mimétique à courte durée d'action, qui n'est rien d'autre que du salbutamol. Étant donné que ce patient présente également des difficultés respiratoires qui s'expliquent du fait qu'il a des CO2 piégés dans ses poumons, nous lui administrons également de l'oxygène ou l'oxygénothérapie, bien entendu en contrôlant sa saturation à l'oxygène. Lorsqu'on a levé l'urgence et que le patient va mieux, on propose à ce patient un traitement de long cours ou un traitement de fond qui prend en compte ici un bêta-mimétique à longue durée d'action et un corticoïde. C'est un médicament que le patient prendra prise parce que la crise, elle est imprévisible. Lorsqu'un patient est dans une crise d'asthme, il peut partir à tout moment. Voilà pourquoi il est important de mettre un traitement de fond qui doit prendre tous les jours. C'est pourquoi nous parlons de maladies chroniques. Fixé au premier mardi de chaque mois de mai. Et toujours en rapport avec cette actualité de la journée, vous avez suivi il y a quelques minutes encore le spécialiste de la santé qui revenait sur la prise en charge des patients atteints de crise d'asthme. Mais pour y arriver, nous revenons sur la célébration de la journée qui est une occasion tous les premiers mardis du mois de mai d'échanger entre les spécialistes de la santé, mais également toutes les autres parties prenantes pour trouver des voies et moyens afin d'éradiquer, mieux d'éliminer cette pathologie qui tue à travers le monde. John Pitonka. Mardi de chaque mois de mai, il s'agit d'une journée d'échange et d'information réunissant professionnels de santé. L'asthme, il faut le dire, touche plus de 339 millions de personnes dans le monde. Bien qu'il ne puisse pas être guéri, il est possible de vivre avec et de contrôler correctement sa santé respiratoire. Cette année,
Cette année, la journée est dédiée aux idées fausses sur l'asthme, les mythes. Et les idées reçues justement sont nombreux. Beaucoup pensent, dans un premier temps, que l'asthme est une maladie infantile. Pourtant, il peut survenir à tout âge. Une deuxième catégorie de personnes pense que les exercices physiques sont déconseillés aux personnes souffrant d'asthme, alors que les personnes atteintes de ce mal sont car l'asthme est contagieux, une idée purement et simplement fausse. Cependant, les infections respiratoires virales comme le rhume et la grippe peuvent provoquer des crises d'asthme. Et la dernière catégorie pense que l'asthme n'est contrôlable qu'avec des stéroïdes à forte dose. Et pourtant, c'est tout le contraire. Au Cameroun, la prévalence de l'asthme est faible. Des 10 700 sujets inclus, 5 945, soit 55% de sujets sont des femmes, à l'intervalle d'âge de 26 à 52 ans. La prévalence de l'asthme pour ce groupe ethnique et les antécédents de tuberculose devraient inciter à la réalisation d'autres. De l'information sur la télévision du monde, la série des décès se poursuit à midi aux États-Unis d'Amérique de suite de maladie. Il était âgé de 87 ans. Simon Achidiachou a été ministre dans 2 régimes successifs et uniques à ce jour au Cameroun depuis plus de 60 ans. Portrait de cet homme et de cet acteur politique pour le Cameroun dans ce reportage que signe Jean-Germain Yetna. La session ordinaire du conseil municipal de la commune de Mokolo consacrée à l'examen et l'adoption du compte administratif. Né le 5 novembre 1934 à Bamenda, dans le département de la Mézam, région du nord-ouest Cameroun, Simon Achidiachou occupe le poste de comptable au tout début de sa carrière professionnelle dans la commune de Bamenda-Widikoum. Par la suite, il devient adjoint stagiaire dans l'une des plantations de la Cameroun Development Corporation, la CDC. Après ses études primaires et secondaires dans son département natal de la Mézam, le jeune étudiant Simon Achidiachou s'inscrit à l'université de Yaoundé 1, Ngwaekele, puis à l'école nationale de l'administration et de la magistrature, ENAM. Il démarre sa carrière politique comme traducteur-interprète à la présidence de la République. Le 24 juillet 1968, il est nommé inspecteur d'État et en avril 1971, le natif de Bamenda est porté à la tête du secrétariat général au ministère de la fonction publique. Par la suite, le 29 octobre 1971, Simon Achidiachou est nommé ministre délégué à l'inspection de l'État. Il assume le poste de ministre de la Justice durant la période allant du 3 juillet 1972 au 30 juin 1975. Il exerce la fonction de ministre de la Justice. L'homme politique et haut cadre de l'administration est le premier ministre de la République du Cameroun du 9 avril 1992 au 19 septembre 1996. Simon Achidiachou, qui a tiré sa révérence ce mardi 4 mai 2021 des suites de maladie aux États-Unis, reste célèbre pour avoir eu pour slogan électoral la devise politique Nanjangi en pidgin, qui signifie la politique est une tontine. Tu me cotises, je te cotise. Et depuis les premières élections sénatoriales, le 14 avril 2013, Simon Achidiachou est élu sénateur dans la région du Nord-Ouest. Et dans la page internationale de cette édition de l'information sur la télévision du monde, nous parlons du Burkina Faso, qui a une fois de plus été la cible des terroristes et des djihadistes. Retour sur cette attaque qui a ciblé les populations dans le nord du pays. Le terrorisme a encore frappé au Burkina Faso.
Dans ce hameau de Kodiel, près de la frontière avec le Niger, les villageois ont été visés à l'aube sans distinction, selon un témoignage recueilli par l'agence France Presse. Un communiqué du gouverneur local évoque des hommes armés non identifiés qui se sont attaqués aux populations et le déclenchement d'une opération de ratissage par les forces de sécurité. Selon nos informations, les habitants avaient signalé aux autorités la présence de djihadistes la veille de l'attaque. Elle survient une semaine après un autre raid meurtrier plus au nord, toujours contre des villageois. Il y a une semaine aussi, 2 journalistes espagnols et un défenseur irlandais de l'environnement ont été tués dans une embuscade contre une unité anti-braconnage. Nous pouvons tirer des leçons, c'est de se réengager contre le terrorisme. Ça n'épargne personne, ça touche aussi bien des personnes étrangères, expatriées, que des Burkinabés. Le Burkina Faso est en proie depuis 2015 à des attaques djihadistes récurrentes. L'an dernier, une loi a même autorisé le recours aux volontaires civils pour sécuriser les villages. La zone dite des 3 frontières où se rencontrent le Burkina, le Mali, le Niger est particulièrement dangereuse. L'insécurité grandissante, au moins 1200 morts dénombrés depuis 2015, a provoqué le déplacement de plus d'1 million de Burkinabés. Madame, Monsieur, c'est avec cette insécurité au Burkina Faso, à raison du terrorisme, que nous mettons un terme à cette édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir à toutes et à tous.